Nouvel épisode de Mission Sport Automobile les gars. Vous savez déjà que vous avez passé un bon moment. Donc mettez déjà un like d'entrée, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui ont reconnu, on est sur le circuit du Castellet. Là on est dans le paddock GT3. Vous aviez vu dans la précédente vidéo sur ma course à Imola comment était structuré le paddock. Donc là on retrouve les mêmes structures qu'à Imola, avec tous les semis des GT3 ici, les différentes hospitality et activations de ce côté là. Pareil de l'autre côté avec des semis partout. C'est énorme. Là il y a un gros réceptif Lamborghini. Et nous on est là dans le cadre du championnat GT4 Europe. On retrouve l'équipe CMR avec la Toyota Supra GT4. Imola, on avait eu beaucoup de problèmes méca, mais on avait quand même réussi à sauver les meubles avec une 7ème place du général, 4ème place de la catégorie sur 50 voitures au départ. Et là l'objectif ça va être d'aller faire mieux que ça. On espère qu'on n'aura plus de problèmes. C'est pas gagné parce que la voiture a roulé également en France à Nogaro et à Manicourt pendant le championnat de France. Ils avaient toujours des problèmes moteurs. Donc là le circuit du Castellet, c'est un circuit qui est quand même hyper rapide où le moteur est quand même très important. Donc on a besoin que ça fonctionne en ligne droite, d'avoir de la VMAX. Petite BMW M4 GT3 qui passe. Ce week-end il y a également Valentino Rossi qui roule. Alors, on est dans le coin, Lamborghini, petite Evo Spider qui se gare, une Huracan, une STO, une Super Trofeo. Donc aujourd'hui on est jeudi, on roule vendredi, samedi, dimanche. Vendredi essai libre, samedi qualif et première course, et dimanche deuxième course. 2 courses d'1 heure au programme. Et ce qui est sympa c'est que sur le meeting du Castellet, il y a une course nocturne en GT3 qui est les 1000 km du Castellet. Ça part à 19 h, ça finit à minuit. Et il y a une soirée sur le rooftop qui est organisée, qui est vraiment très sympa, que je vais vous montrer. Et là il y a tellement de voitures partout qu'au final le paddock GT4 a changé d'endroit par rapport à là où je suis habitué. Donc il va falloir que je reprenne la voiture pour bouger. Il y a 50 GT3 et 50 GT4, il doit y avoir quasiment pareil de Super Trofeo. Donc c'est vraiment un meeting qui est blindé. Et pour le coup pour les spectateurs c'est vraiment très agréable parce qu'il se passe beaucoup de choses. Très gros niveau en piste. Du coup j'ai récupéré la voiture et on traverse la piste. Apparemment c'est de l'autre côté. J'ai jamais été dans ces paddocks. Au moins ça vous permet de voir mon carrosse du jour. Petite Fiat 500 Dodge Vita, intérieur cuir. Et là c'est pas cochon. Les paddocks se trouve juste à côté de l'aérodrome avec tous les jets privés, tous les pilotes qui viennent avec leurs jets privés qui sont ici. Il y en a 3 qui sont énormes. Je sais pas si vous voyez avec le grand angle là, mais il y en a 3 qui sont vraiment très gros. T'arrives avec ton jet et tu viens faire la course directement. Sympa hein. Alors on les voit peut-être un peu mieux. T'en as allez 2 petits, t'en as un qui est quand même pas mal, t'en as 2 qui sont vraiment très gros. Ok, on retrouve la concurrence avec les BMW qui sont là. Nous le stand ici avec la voiture qui est là, toute belle. Les 2 seuls Toyota Supra GT4 du plateau. Il y a beaucoup de Mercedes, beaucoup d'Audi, beaucoup d'Alpine. Mais on est 2 seuls Toyota de tout le plateau. Et le team CMR qu'on retrouve avec plaisir. Alors, je vais pas vous faire tout le tour du paddock, mais je vous montre quand même quelques voitures. Donc là, R8, je suis avec la trottinette donc on peut aller plus vite. Pas mal de R8 hein, comme je vous disais. Si vous voulez vraiment voir toutes les voitures qu'il y a, je vous invite à aller voir la précédente vidéo à Imola où j'avais vraiment fait tout le tour du paddock. Donc là il y a la R8 aussi, là il y a la Mercedes, et là il y a le scooter qui fait du bruit, la Mercedes de chez NM Engineering, 3 voitures, Aston Martin ici, 3 Aston. Ah, c'est contrôle technique et scrutineering. Là j'ai essayé de pas me taper la Lamborghini. Là il y a des Lamborghini Super Trofeo mais qui roule du coup avec Super Trofeo. Là 2 Alpines, ça c'est en GT4 avec nous. Toute la carrosserie en carbone apparent comme ça, je sais pas si vous voyez là, mais du coup c'est quand même très beau quand c'est tout carbone comme ça. Allez on va doubler une Lamborghini. Facile. Donc là on se trouve en fait derrière les stands du Grand Prix de F1 de la ligne droite. La ligne droite elle est juste derrière ça. Et là on est dans le coin de la Super Trofeo. Pareil gros plateau. Du coup il y a encore des Lamborghini de route ici. Evo Spider, Evo RWD, Evo RWD Spider. La gamme est tellement grande maintenant chez Lamborghini, c'est assez complexe mais je crois que c'est ça. Ouais, je vais vous faire un rapide tour du GT3. Là vous avez la Fanatec Arena. Désolé avec le bruit du camion, il doit s'entendre. Et c'est là que se passe une compétition qui a lieu pendant la course en elle-même. Et vous voyez c'est... Je sais pas si vous voyez, il y a une caméra là qui est en train de faire un travelling. C'est une grosse installation. Les teams en GT3 sont obligés de mentionner un pilote réel pour aller faire la compétition en virtuel. Et il y a des points au championnat réel à gagner. C'est la première fois que ça se passe comme ça dans un championnat où le virtuel influe sur le réel. Là c'est Hospitality SRO pour inviter les guests, faut qu'ils soient bien, les VIP. Là c'est tous les teams. Et là du coup cette paddock GT1. Donc ici il va y avoir vraiment des voitures de fou. La Lamborghini Essenza SV12, il va y avoir de la Pagani Huayra R, il va y avoir peut-être de la Zonda aussi, enfin, tout ce genre de voitures. Donc c'est ce qu'ils appellent le GT1. Donc en fait ces voitures qui normalement roulent que dans les programmes constructeurs, et ben en fait ici ils organisent une course entre elles. Et en réalité c'est pas vraiment une course, ça reste quand même très gentleman driver. Mais ça donne une occasion
aux pilotes propriétaires de venir rouler leur voiture et se confronter à d'autres marques, venir rouler avec d'autres marques plutôt que de rester avec le constructeur et être tributaire de ça. Donc ça va rouler aussi ce week-end. Donc il y a des voitures à plusieurs millions d'euros qui vont rouler, les plus belles marques, avec les plus belles voitures de course, les plus belles voitures de track day finalement. Ah, c'est ça, c'est du track day version plus. Camion du team CMR, donc le team avec lequel je roule en GT4 et pour le GT3. Salut. Donc chez CMR c'est Bentley, c'est la seule Bentley du plateau. Là du coup on est chez Barwell Lamborghini. À chaque fois c'est écrit sur le petit fanion là, les marques que c'est. En bas c'est Mercedes, Roway ça c'est BMW avec la M4 GT3, Trésor Collection ça c'est des Audi R8, Hope Racing Team ça c'est HRT, c'est Mercedes. Donc il y a quoi? Il y a Mercedes, Lamborghini, McLaren, Porsche, BMW, Ferrari. Là c'est les Porsche qui arrivent, du Dynamic Racing. J'avais fait des essais avec eux, avec cette voiture là justement. Mad Panda avec lequel j'ai roulé également. À Tomto j'ai roulé également avec eux. On avait fait des essais au Castellet. J'ai roulé avec tout le paddock moi en fait. Donc là c'est réceptif Lamborghini qui est en train d'être monté, qui est vraiment très gros. C'est Iron Dam, c'est Ferrari. Iron Dam c'est un équipage 100% féminin. Ça c'est tout réceptif Lamborghini qui est vraiment énorme. AF Corse Ferrari. AMR bah là du coup c'est Aston Martin Racing. Salut. SPS, donc ça c'est Mercedes. Là Saint-Eloc, on a roulé ensemble pendant plusieurs saisons avec Saint-Eloc. C'est Audi, Sky c'est Ferrari, et Unifray c'est Lamborghini. Ça c'est Mercedes, ça c'est Mercedes également. Et alors quand vous croyez que ça a terminé, en fait c'est pas terminé, ça continue et c'est juste infini. Ça c'est Akil, mon ancien coéquipier dans une BMW à l'époque. How are you? Good. How was everything? Et donc là le paddock continue avec WRT, Audi, Boutsen c'est BMW. Non c'était BMW, ils sont passés sur Audi maintenant. Allied Racing c'est de la Porsche. Enfin, voilà, vous voyez que le paddock est bien rempli. Et là c'est la shop officielle Valentino Rossi, parce que Valentino est engagé dans le championnat et du coup bah forcément ça vend beaucoup de produits dérivés et ça attire beaucoup de foule. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir Valentino Rossi rouler. À Imola c'était incroyable sur le dernier week-end de course. Je vous invite à aller voir la vidéo, enfin les vidéos même, les précédents MSA à Imola pour voir un petit peu l'ambiance que c'était avec tous les supporters de Valentino Rossi. Donc là on est dans les coulisses avec les hospitalités des différents teams. Et regardez c'est fou hein. Pour deux jours de course, les hospitalités qui sont montées à chaque fois. C'est assez incroyable. Et là du coup on est sur la ligne droite du Mistral. Donc là on est sur la partie de la chicane. D'ailleurs là pour l'instant vous voyez que la chicane elle est bloquée. Mais dans le week-end nous on va prendre la chicane. On n'aura pas la très longue ligne droite. Avec la très longue ligne droite en GT3 ça prend environ 285 km/h au bout. On est au rupteur. Donc évidemment les voitures de course ont beaucoup plus d'aéro que les voitures de route, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'appui, il y a beaucoup plus de contraintes pour garder la voiture au sol, ce qui fait que les voitures sont moins rapides en ligne droite mais par contre sont beaucoup plus rapides dans les virages et sur tout ce qui est phase de freinage. Donc les voitures de course ont une VMAX qui est inférieure aux voitures de route, surtout qu'en plus il y a le fameux système de la balance de performance qui fait que toutes les voitures au sein du GT3 et du GT4 sont faites pour faire à peu près le même temps au tour sur un tour. Donc bien évidemment quand tu fais rouler des Alpines contre des Aston Martin ou des Audi R8 c'est pas le même moteur, donc généralement les grosses voitures sont dégonflées au niveau du moteur pour qu'elles puissent rivaliser avec les petites qui ont d'autres avantages comme le fait de pas dégrader les pneus parce que beaucoup moins lourdes et d'être beaucoup plus agile dans toutes les parties sinueuses et de pouvoir freiner plus tard par exemple. Donc voilà pourquoi les voitures de course vont moins vite en VMAX que les voitures de route. Entre les rouges là, plutôt Huracan ou plutôt Scuderia? Dites-le moi en commentaire. Ça c'est la Mercedes du Mad Panda avec laquelle j'avais roulé également au Nürburgring. On avait fait podium avec cette voiture là, on avait fait 3ème. Première course dans la voiture, premier podium. C'était un bon souvenir. Je suis vraiment la prostituée des paddocks quoi. J'ai roulé avec tout le monde. Bon je me suis changé. On va se faire un petit track walk sportif. Donc track walk, un tour de piste à pied. Ce que là je vais faire en courant. Et du coup bah, je pose la caméra parce que courir avec la caméra ça va pas être simple. Donc je vous pose et on se retrouve tout à l'heure. Bon allez on se retrouve demain pour le début officiel du week-end avec les essais libres et ça va nous permet de voir où on se situe par rapport aux autres. Bonjour, on est vendredi et il pleut mais il pleut bien là. Aujourd'hui on a briefing et 2 séances d'essais libres, donc on va commencer par briefing à 11 h. Première séance d'essais libres à 12h20. On va voir s'il pleut toujours mais bon là quand je suis venu en voiture c'était vraiment un gros nuage gris tout le long pendant 30 minutes. Donc je pense qu'il pleuvra encore. Là je vois les voitures passer, soulever beaucoup d'eau. Donc je pense que ça va être première session d'essai libre sous la pluie. Deuxième session d'essai libre cet après-midi, là ça devrait être sur le sec. Et là vu que la voiture a roulé en France entre temps dans le championnat de France, cette même voiture est engagée en championnat de France. Et là je vais remonter dans la voiture, refaire la position de conduite. Vu qu'en France bah, ils roulent différemment ces deux pilotes. Donc là je vais me remettre dans la voiture, vérifier qu'on a les bonnes mousses, qu'on est bien calé, pour pouvoir retrouver l'ergonomie que j'avais du coup quand j'avais roulé à Imola. On est dans la salle de briefing, on a retrouvé le jeune coéquipier. Ça va, assume la caméra, t'en vas pas, n'aie pas peur. Il y a quand même beaucoup d'eau hein. C'est F3 qui roule là.
et ça soulève quand même beaucoup d'eau. Nous ça roule dans un peu plus d'1 heure. Ça m'étonnerait que ce soit sec d'ici là. Donc voilà, ça de briefing. On a Étienne qui roule dans la deuxième voiture, sans coéquipier, Corentin qui est là. Pas la grosse tête que vous voyez là, mais le mec qui est beau là-bas. Là. Ah, les coéquipiers, ça s'entend bien. Et du coup la salle qui est en train de se remplir avec tous les pilotes qui arrivent. In this location, the start line is about 111. Allez, début de première session. Les pneus pluie, c'est Antoine qui est au volant, donc on va voir si c'est mouillé ou pas. Donc là on a toutes les voitures en pré-grille. La pré-grille est décalée par rapport à d'habitude. En fait ça part directement en piste ici et ça revient dans la pit lane GT3. Et du coup on va être stationné au niveau du GT3. On arrive à la fin du paddock GT3. Donc c'est incroyable, il y a une armée de Pagani. Il y en a une qui est exposée aussi sur le rond-point. Et en fait tout ça, ça va être de la Pagani. C'est indécent. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 16 sur rond-point. Il va y en avoir 7 au total. Et je pense que c'est que des versions R. Donc c'est incroyable. Nous voici côté GT3 avec la Bentley du team dans les stands de F1. Donc on est vraiment au tout début de la pit lane. Faut pas se louper quand on arrive pour bien venir se caler là. Faire attention aussi quand on traverse pour pas se faire faucher. Et je vais aller voir un petit peu l'état en piste. Ça lève encore un peu d'eau là, je vois une Lamborghini rouler. Dans la ligne droite, il y a quand même beaucoup moins d'eau. Bon, c'est encore vachement mouillé, hein. Mais on va être, je pense, dans un entre-deux entre pluie et slick. Là, pour l'instant, c'est encore pluie, mais je pense que ça va évoluer vers le slick pendant la session. Donc voilà, toutes les voitures arrivent dans la pit lane. C'est encore gras, mais ça lève plus trop d'eau. Donc ça va vraiment être la merde. C'est juste la zone où il ne faut pas vraiment rouler, où c'est entre mouillé et sec. Si tu roules avec les pneus pluie, tu détruis tes pneus pluie. Si tu roules avec les slick, t'as aucune adhérence et c'est dangereux. On commence déjà à y avoir des taches de sec qui apparaissent. Donc je pense que ça va passer slick dans pas longtemps. Du coup Antoine reste au volant. On vient de mettre les slicks. C'est plus suffisamment mouillé pour mettre les pluies. Vous voyez, ça sèche quand même vite. Donc ça met les slicks. Et là il se sert aussi de la séance pour se comparer au moteur par rapport aux autres voitures. Pour voir si on arrive à récupérer du moteur par rapport à Imola, qui était notre gros point faible, le problème qu'on avait. Et là il y a un vrai soleil, la nuit ça sèche. C'est parti. Allez les gars, let's go, c'est parti. La voiture elle était bien, là j'ai juste chauffé un peu les pneus, mais après c'était beaucoup mieux. Et la piste c'est comment? De quoi? La piste c'est comment? C'est sec? La piste elle est sèche, ouais, elle est sèche. Il faut faire gaffe à l'entrée d'élan. Bah vas-y, mets-toi dans. À l'entrée d'élan, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sous, tu vois. Donc ça c'est un peu chiant, mais du coup il faut bien préparer l'entrée. Tu vois, le rétro ici il bouge beaucoup. Ok. Tu penses à ton transpondeur? La position c'est 2. Ouais, je pense. Normalement t'en as que 2 positions. C'est bon Romain? Ouais, check radio, c'est bon?
qu'il y a une piélette qui doit être cassée, quelque chose comme ça. Je pense pas pouvoir ramener la voiture. Je peux pas rouler, donc je suis stationné à la fin du secteur 1 et voilà, faut attendre la fin de la session maintenant. Je sors de la voiture. J'ai envie de crever! Come with me? Hein? Vous parlez français? Oui, je parle français. Qu'est-ce qu'elle a? C'est suite au contact? Oui, j'ai eu un contact et j'ai le train avant qui est tordu, elle roule plus la voiture. D'accord, allez. Je vais rentrer en sécurité. Bon voilà, suite au contact qu'il y a eu, là le volant est droit, la roue n'est pas droite, je pense qu'il y a une billette qui a été faite. Là, il y a le pare-choc avant qui a pris un petit peu, mais le contact a été léger. Mais c'est ça la cohabitation entre pilote pro et amateur. La voiture devant elle faisait n'importe quoi. Je pensais qu'elle m'avait vu. Au final il se rabat au dernier moment. Enfin, il était peut-être 2 ou 3 secondes plus lent autour. Et le mec en fait on est aux essais libres, il n'y a rien à gagner à m'empêcher de passer. Je pense qu'en vrai il regardait même pas ses rétros. Et vu qu'il n'était pas sur la ligne, moi je me suis dit vu qu'il n'est pas sur la ligne, il me laisse passer. Donc je passe à l'intérieur et là il se rabat sur moi. Ah, donc ça vraiment je comprends pas. Évidemment avec le recul j'y serais pas allé, mais là c'était ma seule opportunité d'avoir un tour libre. Jusqu'à présent j'avais pas eu de tour libre. Et là c'était vraiment ma seule opportunité d'avoir un tour clair après. Donc le doubler à la fin du secteur pour pouvoir entamer le tour après. Et donc c'est pour ça que j'y suis allé, pensant vraiment qu'il m'avait vu, qu'il laissait la place, parce que j'avais vu sa façon de rouler. Donc je m'étais méfié parce que je voyais qu'il roulait pas bien. Et au final il est venu resserrer. Il est venu resserrer, du coup ça met à mal le reste de la session et c'est emmerdant. Donc voilà, j'ai réaction à chaud de l'incident. On verra les images ce que ça donne, mais à chaud voilà, un peu frustré. Et du coup on a perdu le reste de la séance pour travailler quoi. Et voilà, bon au moins il y a la deuxième séance et surtout le contact n'était pas très fort, donc la voiture n'a pas grand chose. Du coup on va rentrer en plateau, on va réparer la voiture. Et puis on va taffer cet après-midi. La même chose avec un pilote avec un peu plus d'expérience ou professionnel. Potentiellement déjà il aurait été plus vite, c'est une chose, donc il n'aurait pas rattrapé autant. Mais surtout il aurait regardé ses rétros et il aurait laissé passer. Ça vraiment le signe, quand il s'est écarté à cet endroit là, en fait il n'y a pas de raison de s'écarter autant. Donc en fait quand il s'écarte à cet endroit là, je me dis ok il m'a vu, il me laisse la porte ouverte pour pas qu'on se gêne sur le tour d'après. Parce que j'étais déjà à son cul, il n'y avait aucune raison qu'il me bloque encore plus quoi. Là un pilote avec un peu plus d'expérience, il aurait relâché, il m'aurait laissé passer, il serait mis derrière et on aurait eu les deux tours, enfin on aurait le tour après clair pour pouvoir faire nos tours tranquillement. Lui il aurait été derrière moi, il aurait vu mes traces, j'aurais pu s'améliorer, moi j'aurais eu la piste dégagée. Donc voilà, c'est toujours un peu frustrant ce genre d'incompréhension parce que ça vient, c'est un manque de compréhension et c'est un manque d'expérience de la part de l'autre voiture. Et par contre au volant je me suis fait une belle frayeur parce qu'après quand j'ai pris les freins, la voiture directement elle a tiré directement je crois côté gauche, ça a été devenu vraiment incontrôlable. Et là le temps de ralentir, je savais pas si elle réussi à la ralentir parce qu'en fait le problème c'est que quand je prenais les freins, la voiture elle tirait d'un côté. Du coup il fallait vraiment que j'arrive à ralentir, mais si je touchais les freins ça renforçait le problème. Donc j'avais pas trop de choix et vraiment c'était assez chaud de m'en sortir. Et j'ai eu peur à un moment donné de vraiment perdre la voiture. Déjà sur le premier frein quand la voiture est partie, j'ai fait waouh c'est bizarre. Et après quand j'ai continué à freiner, que je voyais que la voiture elle partait, elle se rapprochait du rail, je fais ah là on n'est pas bien. J'ai vraiment eu peur de casser davantage la voiture. J'ai revu les images là, à froid, à tête reposée un petit peu. Je maintiens ce que j'ai dit, hein, c'est que la Mercedes qui était devant moi, elle roulait peut-être 3-4 secondes au tour moins vite que moi. Au début du tour j'étais très loin, à la fin du tour j'étais vraiment derrière lui. Et du coup ce qui se passe c'est que je reviens sur lui, je fais les appels de phare donc je prépare pour qu'il me voit bien. Soit visible. Donc dans les secteurs je reviens fort sur lui, je lui fais les appels de phare.
Là dans l'avant-dernier virage il écarte, donc sur le frein il écarte vachement. Du coup là je me dis ok bah il m'a vu, et du coup je passe à l'intérieur. Donc là je vais à l'intérieur et au moment où je passe à l'intérieur, lui il vient refermer. À ce moment-là, comme si j'existais pas. Et en fait je pense que tout simplement il regardait pas du tout ses rétros, il m'a pas du tout calculé et qu'il était juste à contre-trajectoire dans son virage. Et ce que moi j'ai interprété comme ok il est à contre-trajectoire donc il se met sur l'extérieur, il me laisse passer. C'était en fait lui sa trajectoire normale pour lui, mais du coup en fait je pense qu'il maîtrisait pas ce qu'il faisait. Et du coup bah moi j'ai compris que grosso modo il me laissait passer. Visiblement c'était pas du tout le cas. Pour le coup j'y ai été vraiment avec prudence en me disant voilà je vais y aller uniquement quand il m'aura vu. Là je pensais vraiment que c'était un signal clair en mode bah tu m'as vu et on va relancer le tour d'après sans se gêner. Donc je relance le tour, je pousse parce que le contact est vraiment très faible. J'arrive premier turn, là ça se passe bien, frein, gauche-droite, ça passe nickel. Et après j'arrive sur le deuxième frein, là je freine et là je pense que la biellette elle cède à ce moment là. Et j'arrive mais à fond sur le rail. Dans ma tête c'était vachement proche du rail, mais quand j'ai revu les images, putain je me suis dit vraiment... on aurait pu vraiment éclater la voiture là. Il devait vraiment y avoir l'espace d'un doigt entre le rail et la voiture à 150 ou 160 km/h. Et j'arrive à garder la voiture sur la piste et arrêter la voiture. Et heureusement parce que pour un tout petit truc ça aurait pu avoir de grosses conséquences. Au final c'est petite cause, ça aurait pu être des grosses conséquences mais ça n'a pas été le cas. Le seul truc c'est qu'on se prive du coup d'expérience sur la seconde partie des essais libres là. Mais au moins la voiture est en un seul morceau, la voiture a pas beaucoup de dégâts, il y a juste la biellette à remplacer. Et on va pouvoir repartir en essai libre 2 et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau du moteur par contre j'ai pu voir en roulant avec des Mercedes et des Aston Martin. Les Aston Martin on sait qu'elles sont rapides ces voitures en ligne droite, mais l'année dernière les Toyota arrivaient à doubler les Aston Martin en ligne droite. Là c'est plus du tout le cas, la Aston Martin vraiment qui était devant moi bah, elle traçait à fond en ligne droite et impossible à suivre. Et la Mercedes l'année dernière, bah, il doublait facilement avec la Toyota. Là, elle m'a pris l'aspi, elle m'a dépassé dans la ligne droite. Donc on a toujours un gros déficit moteur. Donc voilà, donc après on va voir où on se situe en qualif, c'est surtout ça qui va compter. Parce que si on a un déficit moteur et qu'on part 15e c'est compliqué. Si on a un déficit moteur et qu'on part dans les positions de tête, bah, au final on peut peut-être s'en sortir. Donc voilà, début de week-end pas idéal, mais on va essayer de se mobiliser pour que tout rentre dans l'ordre et en espérant que tout se passe bien à partir de maintenant. Bon allez let's go, débriefer un petit peu les acquisitions de données avec le jeune ingénieur Simon. Et puis on va regarder ça du coup. Je perds un peu à la sortie, mais moins que ce que je gagne. Ouais, c'est ça, regarde, au global, au frein, t'es à 1 dixième et demi. Ouais. Là, t'arrives aussi beaucoup plus fort, donc là, tu perds, mais on s'en fout parce que tu regagnes tout ici. Ouais, c'est beaucoup plus vite. C'est 4 dixièmes plus vite. Tout le secteur 1, c'est là que tu gagnes tout. Bon, les amis, il y a un truc très bizarre qui vient de se passer. Justement, on est en train de débriefer, de regarder les vidéos de l'incident de course, c'est ce que je vous disais. Et là il y a le pilote de la voiture avec lequel on s'est touché qui est venu me demander. Donc j'ai un mécanicien qui m'a dit d'aller le voir. J'ai été le voir parce que je me dis bah effectivement on s'est touché, donc allons nous expliquer. Et en fait tout de suite il a été assez agressif et il m'a dit pourquoi tu me pousses et essayez pourquoi tu me pousses. Donc moi j'ai essayé de lui parler calmement que bah, on n'a pas la même vision de la chose. En plus c'était à chaud, généralement faut pas réagir à chaud. C'est pour ça que je regardais les images. J'ai regardé les images avant que quoi qu'il arrive, j'avais pas intention d'aller le voir parce que pour moi c'était vraiment un fait de course. Moi j'estime bien évidemment que j'ai raison et lui estimait également qu'il avait raison et que je l'ai poussé volontairement, etc. Donc il est venu me voir de manière au départ assez calme, mais dans ses propos en disant pourquoi tu me pousses, en mettant directement la faute sur moi. Il n'y avait pas d'explication réellement, c'était juste pour je sais pas pour ce qu'il venait faire. Et du coup j'ai commencé à lui répondre bah non, justement qu'on regardait les images et que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et là tout de suite en fait il m'a attrapé à la gorge, il m'a acheté, donc il y a eu un vrai contact physique. Donc évidemment bah
moi quand tu me fais ça, forcément t'as un côté sanguin qui arrive et ça te fait un rush d'adrénaline. Et pour le coup, bah j'ai pas répondu parce que c'est ce qu'il a pas compris en fait. Entre ce qui se passe sur la piste et ce qui se passe en dehors de la piste, c'est pas la même chose. Et lui, dans son discours, il disait que grosso modo, bah ouais, je t'ai pris à la gorge, mais parce que sur la piste, bah tu m'as pris à la gorge aussi. Et non, en fait, c'est complètement décorrélé. Ce qui se passe en piste, bah, c'est du sportif, donc c'est jugé par des commissions sportives, par des directions sportives. Et ce qui se passe en dehors, bah, pour le coup, après, c'est complètement autre chose. Mais du coup, du personnel, quand tu viens de me pousser physiquement en dehors d'une voiture, c'est complètement différent à l'intérieur d'une voiture. Voilà, même si t'as pas aimé ce qui s'est passé en piste, à tort ou à raison, je dis pas le truc, pour moi t'as tort, pour toi t'as raison, mais si t'as pas aimé ce qui s'est passé en piste, la moindre des choses c'est de regarder les images, de prendre l'avis de l'autre si tu veux, et après l'explication, mais d'être détendu et pas de venir et d'agresser physiquement quelqu'un. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir la direction de course et le collège notamment pour dire ce qui s'était passé. Donc l'incident a été jugé. Donc l'incident sur la piste a été jugé et l'incident après la piste a été jugé, sachant que quoi qu'il arrive, on a été convoqués tous les deux pour l'incident qu'il y a eu sur la piste. Donc bah, justement ça nous a permis de revoir les images avec sa caméra embarquée, ma caméra embarquée et les images du circuit au collège des commissaires. Il a dit qu'évidemment il roulait pas vite parce que c'est dans un tour outlap, donc c'est un tour de sortie. Mais on te dit raison de plus en fait, si t'es dans un tour de sortie, autant laisser passer un pilote qui est plus rapide, t'as aucune raison de bloquer. Sachant que lui en plus il évolue en AM, nous on est en silver, donc c'est pas du tout la même catégorie, nous on est en pro, eux ils sont en amateur. Donc il y a, enfin, même au sein d'une même catégorie, il n'y avait pas de raison, et là d'autant plus, il n'y avait vraiment pas de raison. Donc bref, du coup, ça a été, les deux incidents ont été jugés par la direction de course. Et la direction de course nous a entendus, a pris nos témoignages. Voilà, donc pour l'incident sur la course, moi mon avis c'est que c'était un incident de course. Après, je lui dis, moi je ne m'en tenais pas par rigueur, ce qui s'est passé en piste. Du coup j'ai vu les images, je me suis dit ok, bah le mec m'a pas vu, il a refermé. Il a pas fait intentionnellement, moi je lui ai pas mis un coup de roue intentionnellement, c'est un fait de course. Ça a été jugé en incident de course justement. Le commissaire a jugé que ils ont compris que quand le mec devant ouvre la porte, je me dis c'est parce qu'il me laisse sa place, et ils ont compris que lui m'avait pas vu et que quand il referme en fait bah il sait pas que je suis là et il referme si tu veux. Donc bref, ils ont jugé que c'était un incident de course. Donc ça c'est uniquement sur la partie sportive, donc pas d'action supplémentaire. Et après par contre, moi j'aurais dit quoi qu'il arrive, ce qui se passe sur la piste doit rester en piste, et ce qui se passe en dehors, c'est différent de ce qui se passe en piste. Et donc en fait son truc de venir me voir après, de m'invectiver, de me prendre par le cou, de m'attaquer, de m'agresser physiquement, ça a pas lieu d'être. Et ce que j'aurais expliqué, enfin moi de toute ma carrière, jamais c'est aller au physique. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai commencé le sport auto à 18 ans, le karting à 14 ans. C'est la première fois qu'il y a un mec qui me saisit par la gorge. Et bref, du coup, sur cet incident, pareil, ils ont entendu les deux parties. Et là, c'est pareil, donc il a été jugé responsable. Que quoi qu'il arrive, bah en fait, d'avoir un contact physique, bah c'est intolérable. Tu le fais pas. Et du coup, ils lui ont dit qu'il risquait la disqualification, mais que là ils allaient juste lui mettre une amende. Donc il a eu une amende de 1000 € je crois, ou de 1000 livres, quelque chose comme ça. Moi je vous avoue que ça me frustre un petit peu parce que en fait le minimum, c'est, pour moi je considère qu'il aurait dû avoir un warning en termes de behavior, donc un warning en termes de comportement, et qu'au final bah grosso modo là on lui dit bah t'as agressé quelqu'un physiquement, on reconnaît que t'as agressé quelqu'un physiquement. Par contre, du coup, bah, tu n'auras qu'une amende de 1000 € à payer et ça va pas impacter le reste de ton week-end. Et ça, moi j'ai trouvé que c'était un peu pas trop proportionné, parce que du coup il a été reconnu coupable, il a été reconnu de m'avoir poussé, il a été reconnu de m'avoir attaqué physiquement, et malgré ça on lui dit bah juste bah tu vas avoir une amende. Donc voilà, ça finit par une poignée de main. Moi j'en tiens pas à rigueur, j'avance dans mon week-end, mais voilà, il fallait que je vous explique la situation parce que moi je suis transparent avec vous sur tout ce qui se passe sur la course. Ça faisait partie de la course, donc fallait pas que je vous le cache. Ça fait du coup un début de week-end qui est assez particulier, entre bah, du coup bah, le contact qu'il y a eu et puis après l'après. Mais voilà, donc là maintenant on se remobilise, on reste optimiste, on va vraiment espérer que ça se passe bien maintenant en piste à partir de maintenant. On va attaquer la deuxième séance d'essais libres. On va aller chercher la performance. Donc là le plan c'est que c'est moi qui vais commencer dans la voiture pour la deuxième séance d'essais libres. Et après on va voir pendant la session comment on s'organise. Et on va voir également qui passe les pneus neufs. Donc on va passer des pneus neufs dans la prochaine session. Ce qui va nous permettre effectivement de nous situer et de travailler davantage le setup de la voiture. En tout cas les sensations en piste sont bonnes. Par contre il nous manque toujours
du moteur. Je sais pas, là il y a les ingénieurs de chez Toyota qui sont là physiquement ce week-end, qui travaillent sur la voiture. Donc là normalement ils doivent avoir trouvé quelque chose qui nous donne un peu plus de moteur. Justement ils ont travaillé un petit peu sur la voiture. Donc on va voir ce que ça dit sur la deuxième session d'essai libre. Aussi les gars, c'est la manche française, donc il y a beaucoup d'entre vous qui est en train de passer. Vous m'envoyez tous des messages sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Insta les gars, c'est le moment de faire. Et parmi vous, il y en a un qui m'a offert ça. Donc honnêtement les gars, avec grand plaisir pour vous rencontrer, ça fait toujours plaisir. Évidemment avec ce début de week-end ça a été un petit peu chaud, on a dû beaucoup passer de temps en direction de course et à travailler sur la voiture. Mais en tout cas un vrai plaisir, j'essaie de prendre du temps avec chacun d'entre vous pour faire des photos. Donc let's go pour la deuxième séance d'essai libre, je m'équipe et c'est parti. Les gars, j'ai le sourire. Première séance depuis Imola où tout se passe comme on voulait que ça se passe. J'ai mis les pneus neufs, j'y étais, on fait un premier tour qui nous met dans le top 10, le tour, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, j'enchaîne pour un deuxième tour qui allait être mieux, mais là, full coursiello, gêné, etc. Je rentre pour laisser du temps de driving à Antoine. Antoine y part, pareil au départ un peu gêné. Et à toute fin, il arrive à aligner les chronos. Du coup, ça nous met P4 derrière 3 Mercedes. Donc on est premier constructeur après Mercedes. P4 sur 50. Et ça fait du bien avec toutes les merdes qu'on a eues jusqu'à présent. On est que en essai libre encore. Mais au moins, c'est pas comme si on partait 25e, 30e, etc. Au niveau du moteur, je suis pas encore hyper rassuré. Mais en tout cas, ouais, ça fait du bien. Quand j'ai commencé à voir les chronos que ça faisait, putain, ça nous rassure parce que après le week-end qu'on a vécu, même là, le début du week-end c'était assez compliqué. Au moins là, ça va dans la bonne direction. C'était que les essais libres, mais au moins on sait qu'on part pas d'hyper loin. Du coup, bah rendez-vous maintenant demain qualif. On va sortir c'est clair demain les qualifs, tu sais ou pas? Bon, rendez-vous demain en qualif. Vers 11h. Rendez-vous demain à 11h pour les qualifs. Et souhaitez-nous bonne chance. 50 voitures en piste, ça va être compliqué d'avoir un tour clair. Maintenant l'objectif c'est de trouver un tour clair parce qu'il se passe toujours quelque chose avec 50 voitures en piste. Rendez-vous demain pour la suite des aventures.